Monsieur le Président, mes chers collègues, donc effectivement le Brexit nous interroge. Et la première chose, c'est qu'adviendra-t-il? Est-ce que l'accord sera ratifié par le Parlement britannique ou ne le sera-t-il pas? Et effectivement, dans le cas d'un no deal, mais avec les Britanniques tout est possible. Peut-être qu'ils se remettront à faire un nouveau référendum, allez savoir. Donc peut-être, en tout cas, c'est une opportunité qui, pour ceux qui sont en fait absolument opposés au Brexit, eh bien, ils essayent de refaire un nouveau référendum. Et comme l'a expliqué Foro Salami, eh bien, les Britanniques se posent de nombreuses questions. Alors, laissons-les régler leurs questions, mais c'est vrai que les enjeux pour la Bretagne ne sont pas petits. Des enjeux de tourisme, bien sûr, puisque nous avons de nombreux touristes d'origine britannique qui viennent en Bretagne, qui passent par la Bretagne. C'est une des portes finalement sud de l'Angleterre et du Royaume-Uni vers l'Europe. Les échanges commerciaux, qui sont peut-être pas hyper importants, mais qui sont quand même assez importants. Et je vous rappelle simplement les liens entre, en particulier, la partie nord de la Bretagne, le Léon, avec le Royaume-Uni, puisque les Johnnies, par exemple, et la création de la Brittany Ferries répondait à ce besoin que nous avions, dans un premier temps, d'exporter les légumes vers le Royaume-Uni. Donc c'est important. Et sans doute l'élément le plus important, c'est certainement la pêche, puisque un certain nombre de marins bretons vont en fait pêcher sur les eaux du nord de l'Écosse, et l'Ascapêche à l'Orient, c'est 3000 emplois. Donc ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Alors c'est un enjeu aussi qui dépasse, si je puis dire, la Bretagne, et qui nous ramène la Celtique finalement. C'est un enjeu celtique. Pourquoi? Vous avez parlé effectivement de l'Irlande et du fameux Good Friday, qui est en fait l'accord du Vendredi Saint, qui a permis à l'Irlande de pacifier le conflit qu'il avait avec le Royaume-Uni et de pacifier la zone, parce que pour avoir été pendant cette période en Irlande, vous aviez des checkpoints, vous aviez des chicanes, vous pouviez trouver un militaire allongé sur la route avec un fusil mitrailleur. Donc on était dans une situation de guerre. Alors aujourd'hui, quand vous passez la frontière, il n'y a pas de frontière. Vous voyez juste des panneaux, 90 d'un côté, 60 de l'autre. On est passé en miles, mais c'est une des seules différences. Et donc les Irlandais sont extrêmement préoccupés parce qu'ils disent que même mettre une frontière symbolique ne ferait finalement que raviver les plaies. Car les plaies sont en voie de cicatrisation, mais elles ne sont pas cicatrisées. Sur cette frontière, donc, c'est particulièrement important pour nos amis irlandais. Vous avez parlé du contrôle aux frontières. Où sera la frontière? Comment les Irlandais pourront-ils exporter leurs, j'allais dire, tous les produits qu'ils peuvent faire? Parce que 80% de leurs produits passent par le Royaume-Uni. Et là-dessus, effectivement, nous avons notre rôle à jouer, avec des liaisons directes avec l'Irlande, qui existent déjà, mais qui peuvent être renforcées. Et je peux dire que nous avons bien apprécié la région Bretagne dans son action offensive vis-à-vis de la Commission européenne pour que les ports de la Manche, globalement, la Bretagne, la Normandie, les ports de la Manche soient pris pour pouvoir avoir un certain nombre d'investissements de façon à aider ce commerce avec les Irlandais. Les Irlandais, d'ailleurs, qui ont un fort sentiment d'abandon et qui se tournent vers, j'allais dire, leurs alliés traditionnels, dont la France et la Bretagne. Et simplement pour dire que nous allons construire effectivement une connexion électrique et Internet de façon entre Cork et la Bretagne, qui permettra de faire de l'échange à la fois de données, mais bien sûr aussi d'électricité. Alors, ce sentiment d'abandon, on peut le retrouver aussi au Pays de Galles. Pendant le Festival interceltique de l'Orient, j'ai représenté la région Bretagne avec le Premier ministre gallois, Roger Morgan, pour défendre l'idée que nos deux nations doivent continuer à travailler ensemble, puisque, vous le savez, le Pays de Galles et la Bretagne ont des relations anciennes, mais ils ont des relations aussi tout au long de l'histoire,
et que la langue bretonne est très proche de la langue galloise. Et que les Gallois ne l'ont pas oublié. D'ailleurs, juste quelquefois par facétie, nous disons que les Gallois sont simplement des Bretons qui ne savent pas nager, puisqu'ils n'ont pas passé la Manche en même temps que les Bretons. Mais ils ont aussi ce fort sentiment d'abandon et recherchent finalement l'appui de la Bretagne, l'appui des autres pays européens, de façon à pouvoir garder des liens, car ils sont effectivement très très inquiets eux aussi. Alors plus globalement, ce Brexit pose quand même le problème du nationalisme anglais, parce que ce refus de vouloir s'ouvrir est d'un nationalisme fermé, qui se referme sur lui-même. Et ça pose un réel problème parce qu'on voit bien que les Irlandais et les Écossais se posent des questions, et eux ont voté massivement pour rester dans l'Union européenne. Et on voit bien que ce nationalisme anglais, finalement, pourrait détruire le Royaume-Uni. Parce qu'il est fort à parier que si on se retrouve effectivement avec un no deal, les Écossais vont demander à revoter sur l'indépendance. Donc on voit bien comment, finalement, ce sentiment d'abandon qu'avaient un certain nombre d'Anglais vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis aussi de la finance, eh bien, a provoqué une réaction, et une réaction sans doute disproportionnée et sans doute préjudiciable aux Anglais eux-mêmes. Et plus globalement, et je terminerai par ça, je pense que cette affaire de Brexit nous interroge évidemment sur le rapport que peuvent avoir les États-nations vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de leur propre minorité. Et je crois que ce problème est véritablement posé en Europe. Nous avons le problème catalan, où aujourd'hui il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils sont indépendantistes catalans, mais qu'ils n'ont rien fait de préjudiciable. C'est quand même relativement curieux. Non, rien du tout. On ne peut pas leur reprocher quelque acte de violence que ce soit. En Espagne, on enferme aujourd'hui pour des idées. Et donc nous avons bien un nationalisme de fermeture qui veut contraindre les gens à penser comme lui, et le nationalisme catalan, ou écossais, qui lui est un nationalisme d'ouverture. C'est totalement différent. Donc je livre ça évidemment à votre sagacité, mais nous sommes bien aujourd'hui dans un monde qui va de plus en plus vers des identités multiples, et qui consiste tout simplement à les reconnaître et à ne pas les nier, et vers une société de plus en plus horizontale et de plus en plus ouverte. Donc c'est quelque chose, c'est comment notre organisation politique prend en compte ces aspirations profondes de la part de la société. Et je terminerai juste pour dire que l'un de ceux qui a initié ce parcours en Corse vient tout simplement de nous quitter, c'est Edmond Siméon. Je vous remercie de votre attention.